Voilà, une nouvelle réflexion de fond, vous allez voir, que nous menons ici à Sontexpo sur le plateau télé de FHP Direct ce mercredi 21 mai de 2025. Et un sujet important puisque nous allons parler avec nos invités des acteurs de santé dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Alors, je reçois Béatrice Noëllec, vous êtes la déléguée générale de la Fondation des usagers du système de santé. Frédéric Martz, bonjour. Vous êtes la présidente de Women Safe and Children. Vous nous direz ce que vous faites. Et Gilles Lazimi, vous êtes membre, très heureux de vous retrouver, vous êtes le membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, coprésident de la commission santé, droits sexuels et reproductifs. J'y suis arrivé. Alors, peut-être d'abord, pour parler de ce sujet, assez difficile, mais nous allons essayer de comprendre quels sont à la fois les ressorts et les enjeux. Béatrice, au sein de la Fondation des usagers du système de santé, quelle réflexion menez-vous sur ces questions spécifiques ? Alors, la réflexion qu'on a initiée, elle est née d'abord d'une conviction qu'on porte très fortement, c'est que la lutte contre les violences faites aux enfants est peut-être l'un des, voire le sujet sociétal majeur dans notre société aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup travaillé par le passé, avec Roselyne Bachelot notamment, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, dans la prise de conscience, dans le choc sociétal qu'on devrait avoir sur le sujet, on en est, je ne sais pas si mes voisins seront d'accord avec moi, mais on en est à peu près au même niveau qu'on en était il y a 10 ou 15, voire 20 ans sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a une prise de conscience, un choc sociétal absolument nécessaire sur cet enjeu majeur. La deuxième conviction, c'est le rôle effectivement majeur que les acteurs de santé ont à jouer dans le repérage, la prévention et la prise en charge des enfants victimes. Je prendrai un exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Il y a les urgences, bien sûr, mais je prendrai l'exemple des maternités. Dans les études qui sont faites, la grossesse est un facteur de survenue de violences intrafamiliales. La fragilité du lien parent-enfant est un facteur potentiel aussi de fragilisation et de négligence, violence, maltraitance. Donc on voit bien que là aussi, dans le monde de la santé, l'importance de la vigilance des professionnels de santé. Tous les enfants voient tôt un professionnel de santé. Il y a une symptomatologie bien précise liée à certaines violences. Donc il faut que les professionnels soient formés. Et ça, c'est la première chose. Et d'autre part, il faut qu'ils soient des vigies. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils n'aient pas peur de faire des signalements. Il faut lever les tabous là-dessus. Il faut lever les omertas. Il y a des procédures de recueil d'informations préoccupantes. Il faut que cette prise de conscience soit forte. Donc la prise de conscience, elle doit être générale. Et je suis convaincue qu'on a encore un chemin. Et grâce aux acteurs qui sont à ma gauche, heureusement, qui portent ça, les choses évoluent. Mais je pense que le chemin est encore très très long. Et effectivement, notre fondation, qui est présidée par Jean Leonetti, on a choisi cette fois-ci, c'est la première fois d'avoir un objet unique. C'est-à-dire de récompenser des associations qui font des choses remarquables dans le champ de la lutte contre les violences faites aux enfants, essentiellement dans le champ des violences intrafamiliales, de toute nature, voilà, verbales, physiques, sexuelles, etc. Mais aussi, il y a d'autres sujets. Il y a effectivement le sujet du harcèlement scolaire, la maltraitance dans les institutions. Parce qu'on voulait, au-delà de distinguer des initiatives remarquables, on voulait vraiment mettre un coup de projecteur sur ce sujet parce qu'on minore beaucoup trop les violences. On a beaucoup trop tendance à dire, on partageait juste, et je finirai là-dessus, une autre conviction, c'est qu'il n'y a pas une différence de nature, mais il y a une différence de degré simplement entre les faits divers épouvantables qu'on a dans les journaux et les violences éducatives ordinaires. Lutter contre les violences éducatives ordinaires, c'est aussi un premier pas pour véritablement instaurer une culture
du refus de toute forme de violence faite aux enfants. Et je crois que voilà, il faut vraiment qu'il y ait une conviction partagée. Vous savez, il y a 15 ans, 20 ans, quand je travaillais sur ces sujets de la violence faite aux femmes avec Roselyne Bachon, on disait « Oh bah finalement, une petite claque, c'est pas si grave. Retrouve des archives. C'est hallucinant. » Et il n'y a pas besoin de remonter dans les années 60, dans les années 80, c'est sidérant. Et bien ces propos-là, quand on voit aujourd'hui, moi je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont aussi tenus sur les réseaux sociaux vis-à-vis des enfants. Ça, c'est totalement insupportable. Ça doit être combattu. Et c'est pour ça que, encore une fois, au sein de la Fédération d'hospitalisation privée, comme à la Fondation que la FHP abrite, donc présidée par Jean Leonetti, on a voulu, dans ce Centre Expo 2025, mettre ce sujet particulièrement en exergue. Comment vous travaillez? Vous travaillez avec des groupes, vous faites des études Alors, au sein de la Fondation, oui. on a voulu faire des prix. On travaille aussi, on connaît depuis longtemps, Women Safe and Children. On a bâti, mais là je vais me taire parce que Frédéric en parlera beaucoup mieux que moi. On a bâti des ponts avec cette association qui fait des choses formidables, parce que c'est très important, je le redis encore une fois, que les établissements, que les acteurs de santé soient dans cette dynamique très vertueuse de combat. Alors Frédéric Martz, vous nous expliquez un petit peu ce que fait votre association et puis... Alors moi, je vais faire le lien avec Béatrice parce que je vais dire une phrase, les violences sont systémiques, la prise en charge doit l'être aussi. Béatrice a commencé effectivement le sujet en disant aujourd'hui on va parler des enfants, mais très vite elle est revenue aux violences faites aux femmes. Parce que derrière des mères, il y a des enfants. Et à l'époque, il y a à peu près une dizaine d'années, on les invisibilisait beaucoup, puisqu'on disait plutôt qu'ils étaient témoins de violences, alors qu'aujourd'hui on sait qu'un enfant dans des violences conjugales est directement victime. C'est un traumatisme quotidien, c'est un accident de la route tous les jours, comme le dit un pédopsychiatre. Nous avons voulu en 10 ans construire quelque chose qui avait une cohérence autour de la personne. C'était la femme au début, les femmes au début. Aujourd'hui, c'est les femmes et les enfants. Parce que le système, en fait, nous permet d'avoir une vision systémique qui nous permet de dire combien d'une forme de violence subie par une personne, les impacts sont en général assez forts sur son environnement. Ça peut être sa famille, ses enfants, ses amis, etc. On le voit beaucoup, par exemple, dans les victimes de féminicide. En fait, les amis ont été impactés par les violences qu'ont subi effectivement, qu'a subi fatalement cette femme. Pour revenir en fait au système et à l'organisation que nous avions découvert il y a une dizaine d'années, on avait découvert et constaté que les professionnels travaillent beaucoup en silo. Le principe des silos, c'est le médecin, le juriste, les travailleurs sociaux, et ils ne se parlaient pas. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même dommageable pour la victime, puisque l'objectif, c'est d'arriver à performer dans la qualité de la prise en charge par un échange. Nous, on a appelé ça le secret partagé, qui est effectivement un secret que connaissent bien les médecins. On respecte effectivement les métiers, la branche de métier qui s'impose, ou en tout cas tous les métiers s'imposent des secrets. Mais à partir du moment où il doit faire bouger les lignes pour la vie d'une victime, il ne faut pas hésiter à entrer dans ce périmètre qui est autorisé. La deuxième chose, donc, les professionnels travaillent en silo. Et la deuxième chose que j'ai constatée en 10 ans, c'est qu'on avait une tendance à mettre finalement les violences faites aux femmes d'un côté, qui dépendaient des droits des enfants, des droits des femmes, du ministère des droits des femmes, et par ailleurs les enfants avec un ministère qui leur était dédié. En fait, c'est une population qui est systématiquement sondée en deux. Et notre volonté, c'est justement de réfléchir beaucoup plus à la globalité et à une vision systémique qui va impliquer évidemment une prévention précoce. Parce qu'un enfant qui n'est pas signalé dans les violences, quand on l'a entendu évoquer une violence, on va le prendre en charge immédiatement pour qu'il évite de perdurer dans cette, on va dire, dans son étape et son traumatisme permanent. Sur le sujet, Gilles Lazimi, alors effectivement, vous êtes médecin et vous avez médecin généraliste au centre municipal de santé de la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis. Et alors là, vraiment, vous êtes très intéressé, impliqué sur ces sujets. Peut-être, dites-nous... à la fois le diagnostic, mais surtout peut-être le diagnostic, on l'a presque fait. C'est surtout quelles sont les mesures qu'il faut prendre.
Alors je vais quand même rappeler allez-y. que je me suis intéressé aux violences faites aux enfants bien après m'être intéressé aux violences faites aux femmes, et alors que je ne m'intéressais absolument pas aux problématiques des violences et à l'impact sur la santé des violences. Ça a été une découverte qui a chamboulé mon activité médicale, qui a chamboulé ma relation avec les patients et qui m'a permis de voir que un grand nombre de mes patientes avaient été victimes de violences et un grand nombre de mes patientes souffraient de pathologies médicales nombreuses, que j'appelais pathologies écran, parce qu'elles ne pouvaient pas parler des violences et parce que je ne les interrogeais pas sur le fait qu'elles aient été victimes de violences. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai qu'on a fait du progrès, beaucoup de progrès en direction des femmes. On a encore beaucoup de travail, mais on a fait beaucoup de progrès. Et que tout en m'intéressant aux violences faites aux femmes, je me suis intéressé aussi aux enfants. Et comme je suis militant associatif à SOS Femmes 93, en 2004-2005, on recevait des femmes, et on en reçoit toujours, avec leurs enfants. Et on avait demandé aux enfants de dessiner. Et ils avaient dessiné, un enfant de 11 ans avait dessiné une affiche que je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai ramenée, où on voit que ces enfants ne sont pas témoins comme on le pensait de façon aberrante. Hein. On va reparler de la famille. Ces enfants ne sont pas témoins, ils sont véritablement victimes. Et il faut rappeler une chose essentielle. Le premier lieu d'apprentissage des violences, c'est la famille. Et le premier lieu où les femmes et les enfants sont victimes de violences, c'est la famille. Donc il faut pénétrer la famille. Donc ça, c'est le premier tabou qu'il faut éclater. Et on a beaucoup de mal à le faire éclater, ce tabou. Mais on a avancé quand même. Hein. Il y a les dernières lois qui viennent d'arriver sur l'autorité parentale quand il y a violence, mais violence jugée. Il faudrait le faire avant. L'ordonnance de protection aussi, qui est une procédure qui permet de protéger les femmes et les enfants quand ils sont victimes de violences avant un jugement. Donc ça, c'est des choses essentielles. Ça, c'est le premier axe. Donc à partir de là, je me suis intéressé aux enfants et aux difficultés des parents, parce que 90% des parents ne sont pas malveillants. Ils sont bienveillants, mais ils utilisent des pratiques qu'ils ont subies eux-mêmes, pensant que ça leur a fait du bien. On ne peut pas penser que ces parents nous voulaient du mal. Mais il y a quand même 10% de parents qui sont malveillants, très clairement malveillants. Et quand on sait, si je vous donne des chiffres comme ça, on ne va pas en donner trop, mais 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles, agressions sexuelles et inceste et viols par an en France, ça, d'un seul coup, ça va sidérer tout le monde. On a du mal à penser cela. Un enfant sur 10 dans une classe, on a du mal à le penser. Et pourtant, c'est le cas. Donc, il va falloir former les professionnels et faire en sorte de les former pas seuls. Il faut les former au sein de réseaux de proximité dans une zone géographique où on travaille, pour les former ensemble, qu'ils aient la même culture et qu'ils puissent ensuite travailler ensemble. C'est essentiel pour les violences, parce qu'il y a l'aspect santé, mais dans le cadre des violences, il y a plein d'autres aspects et on a besoin des associations, on a besoin de juristes, on a besoin des policiers, on a besoin des acteurs sociaux pour travailler ensemble, des services hospitaliers aussi. C'est absolument nécessaire, car, encore une fois, et tu as raison Frédéric, pour élever un enfant, il faut tout un village, mais pour le détruire aussi. Ça veut dire que quand on ne prend pas position, quand on est neutre, quand on ne regarde pas et quand on ne veut pas affronter ces situations, eh ben on aggrave la situation et on est du côté de l'agresseur. Et ça, quand on comprend l'impact, quand on voit ce que ça donne à l'âge adulte, les violences faites aux enfants, ou même les violences faites aux femmes, mais un des premiers facteurs qui fassent qu'on soit victime, c'est qu'on ait été déjà victime dans l'enfance de violences physiques, sexuelles. Donc ça, c'est des données très importantes. Et le fait qu'encore en France, malgré la loi de 2019 qui interdit toute violence envers un enfant, physique ou psychologique, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique, c'est dans le Code civil depuis 2019, et ben cette loi n'est toujours pas appliquée. On manque d'informations, on manque de sensibilisation, et des parents pensent encore qu'ils ont le droit de frapper leurs enfants. Encore le mois précédent, 80% des parents ont utilisé des violences envers leurs enfants sous prétexte d'éducation. Et on sait que ces violences vont avoir un impact sur leur santé, potentiellement, et aussi sur l'agressivité qu'ils vont avoir et sur la violence qu'ils vont pouvoir reproduire. C'est vraiment un continuum des violences, et je reviens sur ma première phrase. La famille est le premier lieu d'apprentissage des violences, et le premier lieu des violences subies par les femmes et par les enfants. C'est vraiment un combat commun. Cela étant, Gilles Lazimi, l'affaire la plus actuelle, le Scornec, là, nous montre bien que
Ce n'est pas qu'une affaire familiale. Hein. Ah non, ce n'est pas une affaire familiale, mais les affaires qui sont du type Le Scornec, heureusement, on les compte sur les doigts de la main quand même, c'est quand même très 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 rare. Oh. Les incestes, c'est que les victimes d'enfants, du moins les agresseurs d'enfants sont à 90% quelqu'un de la famille ou un proche de la famille. C'est pas un chirurgien, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a... Encore que lui l'a fait en masse, mais enfin bon. Il l'a fait en masse. Et vous savez, il y a des études canadiennes qui montraient qu'il y a 3 agresseurs potentiels d'enfants. Il y a un tiercé gagnant. Il y a le père, le grand-père, le médecin, et puis il peut y avoir l'enseignant aussi. Mais 90% des agresseurs d'enfants sont des proches et font partie de la famille. Ben, c'est pas rassurant tout ça. Je suis évidemment totalement alignée avec ce que vient de dire Gilles Lazimi. Ce sont des sujets extrêmement complexes. Et sur ces sujets sociétaux, c'est un peu d'ailleurs comme sur les sujets d'égalité homme-femme, on se croit autorisé, alors qu'on ne le ferait jamais sur d'autres matières, à avoir des conversations de café du commerce et à avoir des réactions dignes de brefs de comptoir. Et c'est insupportable, parce qu'effectivement, ce sont des sujets trop graves pour être menés un petit peu par-dessus la jambe. Ce sont des sujets sur lesquels qu'il faut renseigner, ce sont des sujets qu'il faut étayer, et ce sont des sujets sur lesquels il faut avoir un portage politique très fort. Parce que vous l'avez très bien dit, le coût économique, sanitaire, social, sociétal est considérable de ces violences. Elles ont été chiffrées d'ailleurs, je pense, c'est de l'ordre du milliard 3, du milliard 7. Alors, 9 milliards 7 pour les enfants, c'est la Civise. Voilà. Donc voilà, j'étais encore en deçà. 9 milliards 7 chiffrés par la Civise, les violences faites aux enfants et notamment les violences sexuelles. Donc j'étais encore en deçà, tu vois, Pascal, des choses. Donc effectivement, ce sujet-là doit faire l'objet d'un portage politique très fort. J'avais trouvé d'ailleurs qu'avec le ministre Adrien Taquet avait véritablement s'était emparé du sujet. Je souhaite effectivement que ce soit les parlementaires, que ce soit au niveau... Voilà, qu'on ait là-dessus un portage politique fort, identifié, structuré, pas des mesurettes éparses, et qu'on ait évidemment un vrai encouragement de tous les acteurs, y compris des acteurs associatifs. On l'a entendu avec Frédéric, on l'a vu hier dans nos prix de la Fondation, qui se mobilisent. Voilà, en 2027, on a une campagne présidentielle. Je sais bien, je ne suis pas naïve. Voilà, je sais bien qu'il y aura d'autres sujets qui arriveront à l'agenda, mais je pense que l'homme ou la femme qui aura l'intelligence d'embarquer ce sujet de société, ce serait une bonne chose. Comme c'est Béatrice qui fait les élections présidentielles, nous l'écoutons. Cela étant dit, puisque vous parliez d'Adrien Taquet qui était ministre des Enfants, le résultat de son action que vous qualifiez de positive a été la disparition du ministère. Hein, ça, c'est quand même des choses un peu extraordinaires. Je ne suis pas là pour défendre Adrien Taquet. Il y a eu un intervalle, d'une part. Il y a eu des choses qui ont été faites. Par exemple, la commission des 1000 jours et le rapport des 1000 jours a été essentiel. Pour la première fois, on parlait... Ça, c'était le ministère, son ministère à lui. C'était sous son ministère, avec la commission des 1000 jours. Et après, ça a disparu. Il n'y a plus de ministère maintenant. Et on a attendu On a attendu, il y a eu Madame Cobel qui a été nommée, ensuite il y a eu Sarah El Haïry, et maintenant il y a une haute commissaire à l'enfance qui s'installe. Que l'on avait un peu oublié d'ailleurs. Qui s'installe et on va aller lui demander beaucoup de choses. Alors on avait entendu parler de ces sujets, je vous en prie. Oui, simplement, mais répondez à ça. On avait entendu également parler de ces sujets sur le plan médical par les affaires des bébés secoués. Hein, l'un ou l'autre, oui. Oui, alors il y a deux choses, par exemple, qui ont un peu bougé. Là, il y a le carnet de santé, par exemple, le nouveau carnet de santé qui est sorti au 1er janvier 2025. Pour la première fois, il y a 2 pages sur les violences éducatives ordinaires. C'est la première fois. Ça fait 6 ans qu'on le demandait, donc ça arrive. 2, il y a un carnet de maternité. Malheureusement, il n'y a rien sur les violences éducatives ordinaires sur le carnet de maternité qui est en préparation. 3, dans le nouveau carnet de santé, effectivement, il y a un paragraphe plus important sur les bébés secoués, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas suffisamment de campagne, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. Et puis surtout, il y a un message qui est aberrant.
on est en train de faire croire, encore une fois, on est à l'envers, on fait croire aux personnes que c'est les pleurs de l'enfant qui exacerbent la nervosité de l'adulte. En gros, on justifierait de secouer un enfant. Non. Les enfants secoués pleurent autant que les autres. Le problème, ce n'est pas les pleurs de l'enfant, c'est l'adulte, très clairement. Et il faut que ces adultes soient punis. C'est un véritable crime. Et il ne faut pas parler du bébé secoué comme un syndrome. C'est un crime, réellement, et c'est un acte d'une très grande violence. Il y a à peu près 200 à 300 bébés secoués par an, et il y en a 10% qui décèdent. Et les autres ont des séquelles très très graves. Et on a encore des procès aujourd'hui où on veut nous faire croire que ce sont le plus souvent ou possiblement des diagnostics erronés. C'est pas vrai. Il y a eu un congrès l'année dernière en mars qui a été fait par le FHU VEAVE, je crois que c'est le 14 mars, où on montre que les erreurs de diagnostic sont infinitésimales et elles sont systématiquement amenées par des avocats qui sont des avocats d'hommes qui secouent, parce que là aussi, comme par hasard, les premiers à secouer les enfants et à les tuer sont les hommes. Ensuite, il y a les nounous, pour 60% les hommes, 20% les nounous et 10% les mères. Alors, pour terminer, là, il faut que nous terminions. Je voulais quand même parler de la relation. Ça, c'est peut-être une solution. C'est la relation entre le corps médical et soignant et la justice et l'administration. Peut-être il faudrait reparler quand même du travail de l'aide sociale à l'enfance en la matière. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Lazimi, Alors déjà, en tant que professionnel de santé, il faut qu'on forme les professionnels et il faut qu'on les accompagne. On ne sait faire que ce qu'on nous a appris. Il faut quand même le savoir. Et on a de réponses qu'aux questions qu'on pose. Donc il va falloir les former et leur dire à quel point c'est important de le faire et à quel point c'est important de faire des signalements. Parallèlement, il faut les accompagner. Il faut que les ordres médicaux ne les briment pas, ne les poursuivent pas, parce qu'il faut savoir que quand il y a un signalement ou un certificat, l'agresseur peut porter plainte contre le médecin. Et le médecin sera de toute façon convoqué par l'ordre des médecins, aura à justifier et ne sera pas accompagné. Donc c'est vraiment important. Et encore faut-il que les conseillers ordinaux sachent prendre l'affaire. Tout à fait, soit formés. Comme la dernière affaire, le Scornec nous le montre. Tout à fait, soit formés et appliquent les lois. Bon, il y a des différentes choses aussi, que les informations judiciaires soient transférées aux ordres pour qu'ils puissent appliquer la loi. Voilà, et parallèlement, l'aide sociale à l'enfance a des gros besoins. On manque de personnel. Un grand nombre de mesures ne sont pas appliquées, en justice aussi, et un grand nombre d'éducateurs sont absents, avec de très très grandes violences. Donc c'est un problème. Il y a 400 000 enfants, ils sont à l'aide sociale à l'enfance par an, dont 200 000 sont placés. C'est colossal. Donc on a vraiment un travail à faire et on doit s'occuper des enfants. Arrêtons de minimiser les violences et arrêtons de ne pas considérer l'enfant comme un être qui a des droits. Et c'est vraiment important et que ce n'est pas un mini-adulte. Donc il faut l'accompagner. Merci le message. Frédéric Martz, pour terminer. Et vous vouliez dire quelque chose pour terminer? Non, je voulais juste un peu faire un focus en disant aujourd'hui on a beaucoup parlé médecins. Le médecin est important dans la chaîne des métiers, mais c'est une coalition de professionnels. Gilles l'a bien dit dans la notion des tissus associatifs. En fait, il faut que, à partir du moment où effectivement il y a un regroupement de personnes et de compétences, arriver à travailler ensemble. On travaille avec la FHP, qui était pour nous un lien important puisque c'est un lieu de santé dans lequel finalement on permet d'y apporter des preuves. Donc les médecins dans ces hôpitaux, dans ces cliniques, ont une vocation pour nous, c'est d'apporter des éléments de preuve pour poursuivre en justice. Pour autant, c'est important de mot de conclusion de Béatrice Noëllec. Oui, très rapidement, effectivement, dire oui, il y a aussi plus largement les enjeux sur la parentalité. Ça, c'est très important, ce sujet-là. Et saluer effectivement le fait que depuis mars, si je ne dis pas de bêtises, on a ce haut commissariat à l'enfance avec Madame El Haïry. Elle était hier sur le salon et mon président Lamine Garbi a pu échanger quelques minutes avec elle, a pu lui présenter d'ailleurs ce qu'on a fait aussi dans le cadre de la fondation et puis notre conviction là-dessus. Donc il faut être, c'est bien d'avoir aussi une personne comme Madame El Haïry identifiée sur ces combats. Et je voulais simplement qu'elle sache qu'on sera de toute façon à ses côtés pour tout besoin, toute expertise. Et on souhaite vraiment apporter notre toute petite pierre à l'édifice et à ce sujet sociétal encore une fois majeur. Et je veux vraiment remercier Frédéric Martz et le professeur Lazimi pour
leur engagement indéfectible là-dessus. Et moi, je pense que c'était effectivement un bon sujet de discussion. Bravo Béatrice de nous y avoir invités. Alors, je termine en disant à vous tous, on a peut-être perdu ses illusions, mais pas toutes ses espérances. En tout cas, je vous invite à continuer. Bravo, merci.